Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivi d'un reportage avec notre journaliste Marie-Ève Brisebois qui a assisté au lancement de la toute nouvelle série Élévation en collaboration avec la CCI VRR et TVR9. Monsieur Pierre Bergeron, inspecteur pour le service de police du CN, nous rappelle les bons réflexes à adopter dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire. Madame Nicole Kling, citoyenne d'Autoburn Park et membre de l'AREC, nous invite à une marche qui dénonce certaines décisions du gouvernement fédéral. Finalement, Monsieur Rosaire Turcotte, trésorier au Club optimiste de Belleuil, nous invite à souligner le 60e anniversaire du club. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Bonjour et bienvenue à cette édition hebdomadaire de votre actualité dans la vallée du Richelieu. Levée de bouclier dans la région alors que l'Autorité régionale de transport métropolitain envisage de fermer la ligne de train de Mont-Saint-Hilaire en raison de problèmes financiers. Plusieurs maires, dont Marc-André Guertin de Mont-Saint-Hilaire et Martin Dulac de McMasterville, jugent cette option inacceptable et dénoncent un manque de consultation. Selon eux, la suppression du service mettrait en péril des décennies de planification urbaine et compromettrait la mobilité durable dans une région en pleine expansion, notamment avec l'arrivée imminente de milliers de nouveaux travailleurs. Des critiques s'élèvent également du côté de l'organisme EXO, responsable du service de train, qui souligne que remplacer les trains par des autobus aggraverait la congestion routière déjà problématique. Une pétition en ligne lancée par des citoyens opposés à cette mesure a déjà recueilli 6 000 signatures en 2 jours. Le gouvernement promet de suivre la situation de près, mais les élus locaux continuent de faire pression pour le maintien du service. Le jeudi 26 septembre à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Théâtre de la Dame de Cœur présentera un spectacle unique de marionnettes géantes intitulé Acapunk. Le défilé se tiendra à 19h15 dans la cour de l'école Georges-Étienne Cartier et mettra en scène 2 marionnettes lumineuses de 5,5 mètres de hauteur. Ces géants rappelleraient l'art de l'acupuncture en tentant de dénouer les nœuds énergétiques de la Terre. L'événement est gratuit et familial avec un camion de cuisine de rue sur place dès 17h. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil a été officiellement reconnue municipalité amie des aînés par le gouvernement du Québec. La distinction valorise les efforts des municipalités pour adapter ses services et infrastructures aux besoins des aînés dans le cadre de son plan d'action 2024-2026. Le maire Normand Teasdale a souligné l'importance de cette reconnaissance qui reflète l'engagement de la Ville à inclure les personnes âgées dans la vie communautaire et à soutenir leur maintien à domicile en toute sécurité. Ce plan d'action met l'accent sur les loisirs, le transport, la sécurité et la participation sociale afin de favoriser un vieillissement actif et améliorer la qualité de vie des aînés. La Ville de Belleuil a dévoilé les détails du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'espace culturel Aurel-Dubois, un chantier ambitieux de 21 millions de dollars visant à moderniser et élargir l'accès aux infrastructures culturelles. La bibliothèque sera agrandie avec une mezzanine, un espace jeunesse et un Media Lab. Le centre culturel bénéficiera d'un nouveau studio artistique et l'espace piétonnier sera réaménagé pour devenir plus convivial et accessible. Financé en partie par le gouvernement du Canada et du Québec, le projet inclut aussi des améliorations pour le diffuseur jeunesse, l'arrière-scène. Une journée porte ouverte est prévue le 6 octobre pour présenter les maquettes et informer les citoyens sur les prochaines étapes du projet. La ville de McMasterville a décidé de retarder l'adoption de son règlement de zonage en vue de l'implantation de l'usine de batterie Nordvolt. Initialement prévue en septembre, l'adoption en deuxième lecture aura finalement lieu en octobre. Le report survient après que plusieurs citoyens se soient exprimés lors d'une assemblée publique début septembre, poussant les élus à modifier le projet. Le règlement propose 2 nouveaux types d'usages industriels, dont un dédié à la production de batteries. Le processus inclura une approbation référendaire avec la possibilité d'un registre et potentiellement d'un référendum si un nombre suffisant de signatures est atteint. Voilà, c'est ce qui complète votre résumé de l'actualité dans la vallée du Richelieu.
Nous sommes au lancement de Élévation, une toute nouvelle émission sur le leadership féminin avec Mme La Rochelle, présidente directrice générale de la Chambre de commerce de la Vallée-du-Richelieu et maintenant Rouville aussi. Vous êtes l'animatrice de l'émission. Bienvenue à notre entrevue. Merci beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous a amené de faire cette émission-là? Parce qu'on parle de quand même 8 épisodes en entier que vous avez menés du début jusqu'à la fin. C'est une initiative à la base de la CCIVR. Donc, c'est sûr que c'était un souhait qu'on avait de mettre justement en lumière les leaders au féminin de notre région. Puis quand je dis leaders au féminin, c'est pas uniquement que, tu sais, on s'imagine le PDG des entreprises et tout ça. Non, 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 non. C'est que dans chaque entreprise, dans chaque famille, on fait tout office de leader à notre manière. On a toute une certaine forme d'empreinte et d'inspiration qu'on insuffle à notre entourage. Et c'est ça qu'on voulait mettre en lumière, puis c'est ça qu'on voulait, sur quoi on voulait souffler, justement, là, tu sais. Et le bassin de femmes entrepreneurs dans la vallée du Richelieu vous a permis d'aller chercher des belles personnes avec des beaux parcours. Qu'est-ce qui vous a touché le plus à travers ces entrevues-là? Bien, c'est l'esprit de, mon Dieu, la sororité. C'est vraiment le soutien, l'entraide, la force c'est ça, du soutien entre femmes. Puis, bien, il n'y a pas d'autre mot, là. Il n'y a pas meilleur mot que sororité. C'est vraiment ça qui m'a touchée. Notre authenticité aussi, notre esprit d'équipe. C'est très fort, c'est très puissant. Puis c'est peut-être méconnu un peu, donc c'est une de nos forces cachées peut-être. Mais c'est ce qui, à travers toute cette émission-là, en tout cas, c'est ce qui m'a, moi, le plus touchée, assurément, oui. Oui, parce que vous avez eu des femmes formidables qui se sont présentées à l'émission, mais c'est pas seulement une émission, il y a aussi un volet balado. Donc, il y a eu une période de questions à la fin de chacun des enregistrements très enivrante. Qu'est-ce que vous avez apprécié de cet échange-là, le côté réseautage de cet échange? Bien, justement, parce que ça enlevait un peu le côté un peu plus structuré, un peu plus formel d'une émission de télévision avec un format très réglementé. Ça doit durer X nombre de minutes. Alors là, c'est comme si on jetait à terre toutes ces contraintes-là, puis là, on passait dans les vraies affaires. La portion émission, quand même, c'est hyper riche et intéressant. Il y a des outils qui sont proposés, vraiment. Mais l'autre côté, bien là, on touche au cœur même des femmes qui participent à l'émission. Puis c'est ça a comme laissé tomber des barrières encore plus. On a été peut-être plus dans l'authenticité encore. Ouais. Et on voit dans la salle, les gens ont eu tendance à créer des liens entre eux. Donc, est-ce qu'il y aurait une deuxième saison d'Élévation? Oui, il y en a une. Ça, on le sait déjà. Il n'y a pas de suspense. Il y a une deuxième année. On est d'ailleurs vraiment excités. On a très hâte de commencer les tournages, mais bon, ça ne se fera pas tout de suite. Oui, il y a une deuxième saison. Toujours en lien avec la Chambre de commerce, évidemment, de la Vallée-du-Richelieu et Rouville. Et à ce moment-là, pour la deuxième saison, est-ce que vous invitez les gens à vous contacter? Est-ce que vous recherchez des gens en ce moment pour participer à l'émission? Pas vraiment, pas pour le moment. Je dirais que c'est peut-être les sujets qui vont dicter qui on va recevoir. Mais bien évidemment, si vous vous sentez interpellé puis que vous avez envie de le faire savoir, communiquer avec nous directement, puis ça va nous faire plaisir. Si c'est pas pour ce projet-là, ça pourrait être pour autre chose. On est toujours ouvert, évidemment. Puis, tu sais, c'est ça le flow. C'est un échange perpétuel entre nous et notre communauté de femmes d'affaires. Également, et la communauté comme telle, à quel endroit ils peuvent visionner l'émission? On parle sur les ondes de TVA9, entre autres, mais il y a d'autres façons, d'autres plateformes où on peut avoir accès à ces émissions-là. Oui, alors c'est via MaTV, Couronne Nord, Couronne Sud, Grand Montréal également. C'est sur les différents sites, les différentes plateformes web, sur le web, donc de la CCIVR, entre autres, TVR9 également. Et puis, ça va être diffusé un peu partout sur nos réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube, TVR9 aussi. Donc, tu sais, c'est accessible pas mal partout, vraiment. Là, on a juste à taper Élévation, puis d'après moi, ça va être très facile à trouver. Alors, on invite les femmes à s'élever davantage en visionnant l'émission et en prenant tout ce qu'ils peuvent comme conseil. Merci, Mme La Rochelle, d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Et on vous souhaite une belle saison pour l'émission qui sera en ondes prochainement et la prochaine qui suivra aussi. Merci. Merci beaucoup.
23 au 29 septembre, c'est la semaine de la sécurité ferroviaire et on est avec M. Pierre Bergeron. Vous êtes inspecteur pour le service de police OCN. Bonjour. Bonjour. Donc, semaine de la sécurité ferroviaire, pourquoi c'est important d'en parler encore? D'en parler encore, pourquoi? Parce qu'à chaque année, on a plus de 229 accidents au Canada. 66 personnes perdent la vie et puis on a 39 personnes qui sont blessées. Pourquoi c'est encore important? Parce que ça touche toutes les régions du Canada. Le Québec, évidemment. Oui. La Rive-Sud de Montréal est une des régions quand même importantes où il y a plusieurs compagnies ferroviaires qui y travaillent. Oui. Mais aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de tenter de sauver le plus de vies possible. C'est le rôle d'un policier est de sauver des vies, préserver, essayer avant même d'avoir sauvé une vie, Oui. de prévenir les accidents. C'est notre rôle présentement. C'est pour ça qu'on fait la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, c'est vraiment une semaine qui permet de rappeler aux gens qu'on est entouré de trains. Il y en a, on ne les voit plus là, parce qu'on est tellement habitués, mais il y en a. Et on est dans une région étendue où il y a quand même un gros réseau. Là. Bien sûr, on est sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, évidemment, on a les voies ferrées du CN et du CP qui sont les deux grosses compagnies que l'on connaît. Ensuite de ça, il y a plusieurs autres compagnies, dont Via Rail, vous avez Exo, qui vont aussi rouler sur ces voies ferrées-là. Si on parle juste le réseau rapidement du CN, on parle de Sorel jusqu'à Longueuil. On parle aussi de Longueuil jusqu'aux lignes américaines en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, on va passer de la ligne, évidemment, là, qui part de Longueuil et puis qui s'en va vers Québec. Donc, il y a 3 gros corridors ferroviaires qui sont existants sur la Rive-Sud là, pour nous au niveau du CN. Oui. Puis, quels sont les bons réflexes à adopter? Parce que ici, par exemple, à Saint-Basile, ça va être un peu différent de quelqu'un qui est un peu plus éloigné. En fait, il y a 2 types de populations ici. Sur la Rive-Sud. On a une population qui peut être un peu plus rurale et on a une population qui est plus urbaine. Donc, pour ceux qui sont un peu plus rurales, évidemment, les distances à l'approche d'un train sont difficilement estimables. Donc, qu'est-ce que l'on veut faire, tout simplement, c'est sensibiliser les personnes qui vont travailler dans les champs, que ce soit nos travailleurs québécois, travailleurs aussi de l'étranger, qui, de temps en temps, ont des règles différentes dans dépendant de leur provenance. Donc, à ne pas sous-estimer l'approche d'un train. Parce que ça va vite, un train. On a l'impression, c'est tellement gros. C'est l'estimation de la vitesse. On ne va pas plus vite qu'une voiture. Là. Mais l'estimation de la vitesse peut vraiment être un petit peu décevante. Okay? Donc, l'autre chose qui est importante, c'est souvent les machineries agricoles vont avoir une remorque à l'arrière. Donc, évidemment, on peut penser qu'on passe notre Oui, on a le temps de passer. Oui, et puis la remorque en arrière, par contre, pouf, ça fait frapper. Ouais. Donc, on a ça. L'autre chose qui est importante, c'est l'aspect aussi urbain de la population. Ouais. Au niveau urbain de la population, souvent, les mêmes choses s'appliquent que le code de la route. Donc, souvent, nous avons du monde qui ne respecte pas les passages à niveau, les indications, ne respecte pas la signalisation même. Donc, à ce moment-là, c'est important pour nous de rappeler au monde que la signalisation s'applique partout. Il faut voir le chemin de fer comme une petite municipalité qui n'est pas très large, mais qui est très long. On passe souvent, particulièrement le long de la 116 ici, on passe souvent sur les passages à niveau sans même s'en rendre compte. Il faut juste respecter la signalisation, s'assurer d'arrêter, écouter, regarder, et puis en plus de ça, on peut procéder. Oui, puis faire attention parce que des fois, on a le nez collé dans notre GPS, ça nous dit de tourner à droite, puis là, finalement, oups! En fait, oui, quelque chose, évidemment, qui est important, c'est que souvent, on utilise notre GPS et sans notre GBS, notre gros bon sens. Quelque chose qui est quand même assez important. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable de faire le transit des données qui sont sur le GPS et de les mettre en application. Je vais vous prendre un exemple concret ici sur le boulevard seigneurial à Saint-Bruno. Lorsqu'on tourne normalement là, vers le Montréal, Ouais. donc on va souvent voir des personnes qui vont tourner sur la voie ferrée au lieu de tourner sur la 116. Donc, il faut prendre le temps, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Respecter aussi la signalisation. Dès qu'on voit de temps en temps que ça part, le monde a tendance à vouloir accélérer pour tenter de passer et essayer ce qu'on appelle, nous, de battre le train. Il ne faut pas faire ça. Respecter la signalisation. L'objectif, dans le fond, c'est quand on prend notre voiture, c'est d'arriver du point A au point B, c'est d'arriver au point B en sécurité aussi. Oui. Donc, cette semaine de la sécurité ferroviaire jusqu'au 29 septembre prochain. Puis, on peut se rendre sur cn.ca pour découvrir les différentes initiatives. Effectivement. Et vous pouvez prendre aussi votre engagement à respecter la sécurité ferroviaire en allant au même site web, à cn.ca, mon engagement. Je rappelle aussi que si vous voyez toute situation d'urgence ou de danger sur la voie ferrée, appelez le 1-800-465
9239. Merci, M. Bergeron, d'être passé à nos studios. Merci. Le 27 septembre prochain aura lieu une marche dans plusieurs municipalités à travers le Québec, une marche qui vise à dénoncer certaines décisions du gouvernement du Québec. Et on est avec Mme Nicole Klein. Vous êtes, tout d'abord, vous êtes résidente citoyenne d'Ottoburn Park et vous êtes également membre de l'AREC, l'Association des personnes retraitées du Québec, CSQ. Bonjour, Mme Klein. Bien, bonjour, merci d'accepter que je puisse prendre la parole aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Donc, le 27 septembre prochain, c'est vraiment un mouvement là, qui s'est organisé et ça fait partie du mouvement pour la suite du monde. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors voilà, oui, c'est à travers, comme vous l'avez dit, à travers le Québec, dans les grandes villes, il va y avoir des marches. Et le mouvement pour la suite du monde est né d'un collectif de plus de 50 organismes, associations à travers le Québec et des groupements qui viennent autant du mouvement syndical que de l'environnement, la santé, l'économie, des groupes de citoyens. Alors, toutes ces organisations-là font appel à leurs membres pour aller marcher dans les grandes villes, mais nous, au niveau local, on a décidé de le faire ici, vendredi le 27, le jour, tandis que dans les grandes villes, ils font ça en fin de journée. Donc, à Belleuil. Nous, ça sera à Belleuil, devant le bureau de notre député provincial, donc devant le bureau de M. Simon Jolin-Barrette. Et le but de ces grandes marches, c'est de demander une écoute de notre gouvernement pour la transition démocratique, une transition démocratique en environnement et au niveau social. Oui. Dans ces deux sphères-là, on trouve que le gouvernement agit, mais pas assez rapidement. On trouve qu'il n'écoute pas assez la société civile qui ont certaines solutions à apporter. Je veux dire, au niveau provincial, il y a beaucoup de choses qui se passent en environnement, puis qu'on n'est pas toujours tout à fait d'accord. Exemple, il y a quelques années, là, les gaz de schiste au niveau de la province, les gazéoducs qu'on ne voulait pas, ça a pris 10 ans avant que le gouvernement comprenne cet enjeu-là environnemental. Au niveau social, c'est aussi le manque de médecins, les gens qui veulent avoir moins de temps d'attente dans les urgences. On pense que ça va avancer, là, mais on n'a pas encore de solution très concrète. Hein. Ça avance lentement, hein, et il y a des petits ratés ici et là. Alors, on voudrait que le gouvernement entende davantage les gens la société civile qui a produit des mémoires, qui ont donné leur opinion de façon calme, raisonnable, autant en environnement qu'au niveau de la santé, par exemple, nommer que ces deux choses-là. Alors, c'est le but là, de demander une transition énergique, démocratique, ça veut dire consulter les gens. Oui, puis comment ça peut se faire, ça? Comment est-ce qu'on peut amener le gouvernement à mieux écouter ses citoyens? Est-ce que c'est à travers des grands événements? Est-ce que c'est comment on crée ce dialogue-là avec le gouvernement? Bien, je pense que de montrer que les citoyens ne sont pas d'accord avec certaines choses, c'est déjà une première démarche. C'est pour ça qu'il va y avoir des marches à travers la province. Oui. La deuxième chose, c'est de lire les mémoires. Et vous savez, même en santé, hein, on a dit qu'il y a eu beaucoup de documents mis sur les tablettes. C'est pas d'hier, c'est sur le seul gouvernement qui a passé outre les documents de professionnels, des rapports qui ont été demandés souvent par les gouvernements, puis qui ont été mis sur les tablettes. Fait que ça serait déjà des premiers pas. Puis d'écouter ce que présentement, il y a des groupes environnementaux, là, comme je suis sûre que les gens connaissent Équiterre, la Fondation Suzuki, qui ont produit des choses, qui ont des solutions à apporter. Puis je nomme que ces deux-là, mais il y en a d'autres qui sont Greenpeace, mais d'autres qui ont produit des documents sur la transition énergétique, sur la décarbonisation.
des manifestes. J'ai vu un organisme a 45 solutions à apporter, l'autre Oui. 14. Il faudrait peut-être que Oui. Mais qu'on aille vers là. D'ailleurs, sur le site pourlasuitedumonde.ca, il y a une section où on peut lire différentes solutions, des manifestes, justement. Donc, pour les citoyens qui veulent en savoir plus, on les invite à se rendre sur le site. Et s'ils veulent s'engager également, ils peuvent se déplacer le 27 septembre prochain. Merci, Mme Klein, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci. Alors, bienvenue à tous les citoyens parce que ça peut concerner, ça va toucher tout le monde là, pour notre avenir. Merci. Le Club optimiste de Belleuil fête son 60e anniversaire cette année. On est avec M. Rosaire Turcotte. Vous êtes trésorier au Club optimiste. Ça fait 20 ans que vous êtes là. Environ 20 ans, peut-être un peu plus, parce que lorsqu'on rentre dans le Club optimiste, on va voir un peu comment ça se passe, c'est ce qui nous permet de joindre ou non le club à ce niveau-là. Mais c'est effectivement, ça fait au moins 20 ans que je suis là. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer dans ce club-là? Bien, il y avait deux choses. D'abord, il y a la jeunesse. Moi, j'ai toujours été motivé par la jeunesse. J'ai déjà enseigné dans un collège privé et c'était tous des jeunes qui étaient là. Et c'est très motivant de savoir un jeune qui veut participer et qui veut s'impliquer dans une activité. Donc, rendu ici, à Belleuil, je connaissais pas autant de gens que je le croyais. Donc, dans une participation du Club optimiste, qui est un club social un peu, alors là, tu fais des rencontres, tu vois les implications, là, tu vois les projets, les programmes qui sont offerts et les activités que les jeunes peuvent faire. Et il y a une motto qu'on appelle « qui est inspirer le meilleur chez les jeunes ». Et ça m'a un peu allumé. Ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour dire aux jeunes quoi faire, mais on est là pour savoir qu'est-ce qui t'inspire. Et si ça t'inspire bien, on va tenter de t'aider et de te soutenir dans tes démarches. Oui. Puis ça se fait à travers des écoles. Donc, vous collaborez avec des écoles, des professeurs qui ensuite vont permettre à leur classe. Exactement. Et ça, c'est une démarche. Il y a l'autre démarche aussi. Il y a des adultes, des membres, par exemple, qui peuvent avoir des idées de projet qui vont impliquer des jeunes. Et si le projet est intéressant et qu'on trouve des jeunes pour le faire, bien, on y va avec ça. Un exemple, les services des loisirs de Belleuil, il y a des jeunes de camp d'été qui sont là. Alors, il y a quelqu'un qui nous a suggéré, bien, ça vous tente-tu de participer à un programme de photographie pour les jeunes? Mm-hmm. Alors, oui. Donc, on a soutenu ces jeunes-là, autant monétairement que physiquement, à faire de la photo. Et ça l'a amené Polybelle, la polyvalente de Belleuil, à venir participer aussi à ce concours-là pour être en mesure de développer le côté artistique, si vous voulez, de ces jeunes-là. C'est ça, parce que vous misez vraiment sur des activités qui touchent le culturel, l'art, par exemple la poésie, vous l'avez nommé la photographie. Ouais, ben, moi, je dirais, on touche tout ce qui est intellectuel et artistique. Et un peu moins les sports. Je ne dis pas qu'on ne toucherait pas au sport. Si un jeune était motivé par le golf, par exemple, bien, peut-être qu'on pourrait le soutenir au terrain de golf ici à Belleuil. Il y a déjà eu des années où le golf était très populaire chez les jeunes. Donc, on a soutenu 2 jeunes ici à Belleuil pour participer à des tournois de golf de jeunes. Donc, vous offrez des activités qui s'adressent à un grand nombre, mais il y a aussi certaines initiatives plus individuelles. On essaie de répondre aux besoins ou à l'inspiration des jeunes. C'est une partie de ça. Oui, on a des programmes ou des projets qui sont déjà préétablis qui nous aident à aller rencontrer les professeurs, qui nous aident à aller rencontrer les parents pour leur faire des suggestions, des cours de dessin, des cours de poète, ou encore les impliquer dans le Club optimiste pour que leurs enfants puissent participer à cette activité-là, malgré qu'ils ne sont pas obligés d'être membres pour que les enfants participent. Mais du fait que les parents sont là, souvent, ça va stimuler les jeunes. Et d'une façon ou d'une autre, bien, le jeune il a besoin de voyager et c'est les parents qui font l'autobus, hein, on s'entend. Mais justement, s'il y a des parents ou des gens qui veulent s'impliquer, comment on fait pour se joindre au club? Bien, il y a la page Facebook du club. Ils peuvent communiquer avec nous à partir de ce moment-là. Nous, on va les inviter à un souper. Et à partir du souper, bien là, les gens vont rencontrer des gens qui sont là. Et si ça leur convient, bien, on va facilement on appelle ça faire une intronisation. Donc, on va les introniser comme membres du club.
Ça n'oblige à rien, sinon que d'assister le plus possible aux rencontres qu'on a et de participer autant que possible aux activités. Et le 29 septembre prochain, vous avez un dîner à Pointe-Valène pour souligner le travail des bénévoles et des membres de votre club. Oui, en fait, on va souligner le 60e anniversaire du club et les gens qui vont être là, ce sont des gens qui s'impliquent soit dans notre club ou soit dans d'autres clubs. Et nous, en tant que voies et moyens, il y a plusieurs bénévoles qui vont venir parce que c'est un voies et moyens au niveau de notre souper aux morts et de notre vente de gâteaux dans le temps des fêtes. Oui, donc 2 belles initiatives pour continuer à aider les jeunes et à les inspirer vers un avenir meilleur. Exactement. Inspirer le meilleur chez les jeunes. Oui, merci, M. Turcotte. Plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVA9 souhaite vous rappeler que 2 nouvelles émissions sont maintenant disponibles à la télé et sur le web. Élévation, dont on vous a parlé aujourd'hui à l'émission, mais également Accès Mieux-être, qui est animé par Michel Poitras, qui est une série qui a été initiée par TVR9, et la table de concertation des aînés de la Vallée des Patriotes. Et c'est une série qui vraiment met en lumière les différents organismes qui offrent des services et qui promouvoient l'autonomie des aînés. Donc, disponible dès maintenant. Sur ce, bonne semaine à tous.